Donc bonjour à tous et merci. Donc j'espère, je suis un peu italienne, donc je voyage quand je parle, donc j'espère de rester attachée au micro. Donc aujourd'hui, je vais révisiter. Donc je suis principalement une océanographe physicienne. Donc je suis plus spécialiste de la physique de l'océan que de la biochimie. Mais aujourd'hui, dans les thématiques de l'océanographie, surtout en lien au climat et à la biodiversité, on travaille en multidisciplinaire. Donc on a commencé à comprendre les mondes de la chimie et de la biologie, et les biologistes et chimistes, ils viennent un peu vers la physique aussi. Donc, je vais revoir avec vous qu'est-ce que c'est les systèmes climatiques, parce que j'aimerais bien mettre l'accent sur quelque chose pour l'instant qui n'a pas été dit et qui selon moi est importante. Donc ici, c'est juste l'anomalie des températures sur les derniers 2000 ans, donc l'anomalie des températures à la surface de la Terre. Et on voit que les signaux de l'époque industrielle est quand même très fort en température, donc on est vraiment dans une époque qui est plus chaude. Mais est-ce que c'est le tout de l'histoire? Est-ce que l'augmentation des températures à la surface de la Terre, c'est vraiment la partie la plus importante à comprendre? Naturellement, pour l'interaction avec l'atmosphère, oui, c'est important. Il fait chaud aujourd'hui à Paris, donc c'est important. Mais est-ce que c'est le tout de l'histoire du changement climatique? Alors, ce n'est pas exactement tout. J'arrive plus à avancer. Bon, bah, on va voir par là. Oh, pardon, c'est une grosse présentation. Alors, je vous montre ici un schéma du système climatique. Et normalement, ce que vous connaissez mieux, c'est les rayonnements solaires qui pénètrent l'atmosphère, qui est presque transparente. Ces rayonnements solaires sont transformés en radiation infrarouge à la surface de la Terre, et il est remis vers l'espace, et en partie, il est intercepté par les gaz à effet de serre et remis vers la surface terrestre. Et donc, proportionnellement à la concentration des gaz à effet de serre, ces retours vers la surface terrestre des rayonnements infrarouges est plus ou moins important. Mais ce que j'aimerais bien mettre en emphase, c'est que cette espèce d'interaction rayonnement solaire surface terrestre n'est pas instantanée. En effet, il y a d'autres transformations d'énergie qui interviennent à l'intérieur du système climatique et qui font que le système est bien plus complexe que juste cette transformation d'énergie, rayonnement solaire, rayonnement infrarouge et absorption par les gaz à effet de serre. En effet, vous avez du mouvement, vous avez des vents, vous avez des courants, vous avez des transferts des matières, donc d'eau, mais aussi des gaz et d'aérosols. Et donc tout cela fait les systèmes climatiques et les rend vraiment très complexes. Alors aujourd'hui on parle de l'océan, donc je vais me concentrer sur l'océan et vous parler un peu de ce qu'on connaît. Donc vous connaissez, à la surface de l'océan, nous avons des courants qui sont souvent schématisés avec des flèches assez linéaires. Donc nous avons les Gulf Stream avec la dérive nord-atlantique qui amène un peu de chaleur par l'océan dans la région arctique. Vous avez les courants circumpolaires antarctiques dont Claire a parlé. Et donc ça, c'est mis en mouvement essentiellement par les vents. Et après, nous avons la circulation, on va voir si ça marche, la circulation dite thermoline au retournement méridien. Et ici, je vous présente une particule qui a été mise dans un modèle numérique et qui avait été déployée dans l'océan, dans les true flows indonésiens. Et quand elle est de couleur rouge ou rose, elle est plutôt à la surface. Et quand elle devient jaune, vert ou bleu, elle va en profondeur. Donc cette particule, la trajectoire, c'est l'exemple d'une particule d'eau qui a mis ici 500 ans à partir de l'Indonésien True Flow, aller en Arctique, plonger en profondeur parce que l'eau s'est refroidie et devient plus dense, et la replonger encore en sortant de la mer des Labrador. Elle voyage en profondeur, elle fait quelques tours de l'Antarctique, et ensuite elle pénètre dans le Pacifique et revient vers l'Indien. Donc cette particule vous montre que dans un modèle qui ne contenait pas vraiment de
des tourbillons. Il vous montre déjà qu'il y a un mouvement global de l'eau. Donc ça, c'est une particule, mais il y a des milliards de particules qui font des trajets peut-être un peu différents, mais à la fin donnent une situation moyenne, mais qui met longtemps pour l'effectuer. Et donc ça c'est à nouveau. Donc on va chercher de regarder déjà, rappeler quels sont les changements de propriété de l'océan. En particulier, je m'attacherai à la température, à la chaleur et on va revenir au carbone. Donc vous savez que la température à la surface de la Terre augmente. Ici c'est l'augmentation, donc la tendance de la température des surfaces de la mer sur les années 93-2019, quand c'est rouge, ça augmente. Donc l'océan, il est en train de se réchauffer à la surface, mais le réchauffement, il ne dépasse pas, il n'est pas très fort. Donc ça, c'est par année. Et en total, c'est beaucoup moins de la moyenne totale qui est environ de 1 degré Celsius sur les derniers 150 ans. Et donc il se réchauffe moins. Mais si on regarde en profondeur, on voit que l'océan n'est pas uniquement chaud à la surface, mais que cette chaleur, donc ici c'est la tendance de la température en profondeur, donc ici sont les premiers 2000 mètres de l'océan, donc on voit que l'océan se réchauffe, et se réchauffe d'une manière qui n'est pas vraiment homogène. Il y a des régions autour de l'océan austral qui se réchauffent, et aussi des régions à haute latitude, surtout dans l'Atlantique Nord ici, et à moyenne latitude. Et donc, si on fait un bilan de l'énergie, du surplus d'énergie dû au fait qu'on a augmenté les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et on sait qu'on mesure à la température à la surface de l'atmosphère pour dire que les systèmes se réchauffent dû de cette augmentation d'énergie qui est retenue par les systèmes. Ici, c'est un bilan qui a été fait à partir des données de l'atmosphère, qui est en violet, sur un certain nombre d'années, donc on va des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a la glace des mers qui a fusionné, on a les continents, et ensuite tout ce qui est bleu est l'océan. Donc l'océan des surfaces en clair, l'océan très profond en bleu foncé. Donc on voit que les données nous montrent que cette quantité d'énergie qui est due à l'augmentation des gaz à effet de serre, elle n'est pas vraiment restée dans l'atmosphère, que pourtant on voit qu'elle se réchauffe, mais elle est partie dans l'océan. Donc l'océan absorbe aujourd'hui presque 90% de ces surplus d'énergie. L'océan aussi, comme vous l'avez désormais vous le savez, depuis tous les exposés aujourd'hui, il est aussi un puits pour les carbones, les CO2 d'origine anthropique. Et donc, il absorbe entre 23% et 25% du total. Et donc, il est important aussi dans l'absorption de cette propriété. Donc, ici sont les champs de surface. Donc, ça, c'est les PCO du CO2 qui a été évalué entre les années 88 et 2018. Donc, là où il est un vert très foncé, c'est là où sa valeur dans l'océan est plus importante que dans l'atmosphère. Et donc, quand on calcule la fugacité des CO2, le flux de CO2, on voit que dans la région pacifique tropicale, comme dans tous les océans tropicaux, la tendance de l'océan, c'est à dégazer du carbone vers l'atmosphère, tandis qu'à moyenne latitude, l'océan a tendance à absorber. Donc c'est du bleu, ça va vers l'océan, absorber du carbone. Et là aussi, on va regarder les choses en profondeur. Donc ici, c'est l'inventaire du carbone anthropique sur les globes. Donc ici, c'est toute la colonne d'eau. Donc on voit l'Atlantique Nord, c'est un hotspot. Les régions sous-tropicales pacifiques aussi, et aussi les régions sous-tropicales donc, qui touchent l'océan austral, dans l'hémisphère sud, avec, si on intègre, une quantité qui est importante, qui est très importante par rapport aussi à l'Atlantique Nord qui est plus petit. Et donc, si on fait les mêmes diagrammes des sections dans l'Atlantique ici, dans le Pacifique et dans l'Indien, on voit que cette carbone subtropical, il pénètre quand même jusqu'à 800 000 mètres de profondeur. Et donc, la question, c'est pourquoi là et comment ça se passe. Donc, tous mes collègues ont parlé de l'absorption par l'océan du carbone et
donc les carbones totaux qu'on trouve dans l'océan et les carbones d'origine naturelle, plus celui émis par les activités humaines. Et l'hypothèse jusqu'à aujourd'hui, c'est que la nature n'est pas suffisamment efficace pour absorber pour l'instant la partie anthropique, et la partie anthropique est aujourd'hui absorbée par l'océan beaucoup par la dynamique océanique. Et donc c'est sur cette dynamique océanique que je vais m'attarder dans les prochaines transparents. Donc les défis que nous avons aujourd'hui, c'est chercher de comprendre cette absorption des chaleurs par l'océan, parce qu'il faut qu'on sache où elle va, si elle va être redonnée très rapidement à l'atmosphère, et aussi pour les carbones, c'est le même défi. Donc l'océan absorbe du carbone, donc il y a des grosses questions sur comment physiquement à la surface de l'océan il absorbe, si c'est la pompe biologique ou physique, et quel type de processus, et comment ensuite ce carbone il est transporté vers les fonds ou vers un autre endroit du globe dans l'océan pour ensuite éventuellement revenir à la surface. Donc il faut comprendre ces processus pour mieux les prévoir et ensuite être mieux capable de s'adapter aux changements qui désormais sont inéluctables. Alors, nous savons que l'océan absorbe 90% du surplus des chaleurs et 25% de celui des CO2. L'océan se réchauffe et relâche de l'énergie, donc de la chaleur, vers l'atmosphère. Les cycles hydrologiques deviennent plus intenses, mais de tous ces phénomènes-là, nous ne connaissons pas vraiment les détails. Et donc, c'est ces détails que nous devons aujourd'hui mieux comprendre pour mieux aussi les modéliser dans les modèles du système Terre. Alors, cette vision, donc, son animation, ça vous donne l'observation de la Terre, dans laquelle vous avez en espèce des lignes et des tourbillons ici, les courants à la surface de l'océan. Et en couleur, c'est la température à la surface de l'océan. Donc, cette animation, qui est vraiment l'océan observé, vous montre une vision un peu différente de la vision schématique des courants de surface. En vérité, l'océan, c'est un système très turbulent. Et ces observations spatiales sont encore très myopes. Donc, ils voient une partie de cette turbulence, pas toute la richesse de la turbulence océanique. Mais dans tous les cas, c'est la meilleure façon que nous avons pour l'instant de l'observer. Et donc, si vous regardez ici, vous voyez les Gulf Stream, qui est une espèce de tout petit fleuve étroit et très tourbillonnant. Donc, cette partie de la dynamique, on a du mal à l'observer in situ. On cherche maintenant de l'observer et on a aussi du mal à la modéliser parce que, naturellement, pour faire des simulations avec une résolution apte à résoudre cette dynamique, c'est encore trop cher pour des simulations très longues et donc pour avoir des scénarios climatiques, mais même pour des prévisions décennales. Donc, aussi, il y a d'autres processus qui sont très compliqués, comme tous mes collègues ont discuté. Donc, il y a les échanges océan-atmosphère, mais des échanges qui ne sont pas uniquement des gaz, aussi des échanges juste physiques. On ne sait pas exactement comment se font ces échanges, comment les nuages se forment. La microphysique des nuages, c'est encore un grand problème des sensibilités climatiques. Donc, on doit mieux comprendre la microphysique et comment ces nuages se forment et se dissoudent pour chercher d'améliorer nos prévisions. Et naturellement, il y a toute l'échelle du continuum terre-mer et la partie chimique et biologique. Donc, on a encore beaucoup à comprendre pour nous amener à une meilleure prévision. Donc, juste pour revenir sur les échelles dynamiques de l'océan, donc ici, c'est différents phénomènes dans lesquels les plus grandes échelles temporelles, ici, c'est les temps sur donc les abscisses, c'est les échelles horizontales et les ordonnées, c'est les temps. Donc, les échelles globales, naturellement, sont très longues et très grandes en espace. Donc, on arrive à mesurer une partie du temps parce qu'on a des observations qui sont courtes en durée temporelle. Et donc, on a une variabilité interannuelle et interdécennale sur quelques variables et sur quelques-unes autres plus longues avec des proxys.
Et on a aussi des échelles régionales qu'on commence à observer, donc les cycles saisonniers, les tourbillons, et aussi des échelles un peu plus petites qu'on appelle sous-méséchelles océaniques. Mais il nous manque encore un grand spectre d'échelles temporelles et spatiales à observer et à comprendre. Donc vous voyez, et toutes ces échelles sont fluides de l'océan, donc sont une interaction continuelle. Alors, concernant les CO2, les émissions et les pluies, on commence à voir des estimations globales faites par des observations et aussi qu'on retrouve à partir de la modélisation qui commence à être proche de ce qu'on l'observe. Donc les émissions sont ici, ce qui est absorbé par l'atmosphère en CO2 c'est en jaune et en bleu c'est ce qui est observé par l'accumulation terre et océan. Et donc on a encore des grosses incertitudes, mais on voit quand même qu'à l'échelle globale on peut observer quelques variabilités qu'on peut appeler interannuelles et interdécennales. Et aussi, les flux de CO2 à la surface, on commence à avoir de plus en plus des mesures pour avoir des estimations globales qui semblent assez robustes, même si l'incertitude reste assez élevée. Et on peut aussi les décliner par bassin océanique, donc Pacifique, Atlantique, océan Indien et océan Austral. Et si on revient à la structuration de l'inventaire des carbones anthropiques, donc ici il y a un papier qui va sortir et qui va faire un peu les bilans les plus à jour. Donc on voit que cet inventaire, donc cette carbone anthropique dans la colonne d'eau augmente avec les temps. Donc ça c'est un inventaire entre 1994 et 2007 à comparer avec un inventaire qui a été effectué entre les années, donc les 19e siècle et la fin du 20e. Donc la quantité de carbone d'origine anthropique semble augmenter de manière significative. Et donc on va chercher de comprendre comment cela s'est fait dynamiquement. Et donc ça, c'est vraiment aussi une compréhension de la physique dans laquelle on commence à faire nos pas. Donc ici, j'ai mis un schéma qui vient un peu de cette simulation lagrangienne qu'on peut faire avec les simulations numériques, parce qu'on peut aller à quelques milliers d'années. Et on a mis ensemble aussi de la connaissance qui provient, elle, des observations in situ, parce que les modèles sont encore une approximation de la réalité et certains processus n'arrivent pas à les simuler proprement. Donc on a tout ce qui est bleu, c'est ce qui circule en profondeur. Donc on a des formations des eaux profondes au défond dans l'Arctique et dans la mer de Labrador et aussi autour de l'Antarctique. Et après, on a tous les parcours des particules d'eau qui revient vers l'Atlantique Nord pour remplacer cette eau qui part vers le sud et qui fait des routes très complexes. Et notamment, ils passent par l'Indonesian Through Flow, mais ils passent aussi de l'Australie, ils se rejoignent dans l'océan Indien pour enfin partir vers l'Atlantique Nord via l'Atlantique Sud. Et ce dont s'est aperçu avec d'abord les modèles, c'est que cet retour d'eau vers le nord, il est fortement conditionné par la présence de la circulation forcée par les vents dans l'hémisphère sud. Donc l'hémisphère sud, qui n'est pas très divisé en bassins vraiment comme dans l'hémisphère nord, donc, il y a de l'eau qui en gros, pour revenir en Atlantique Sud, quand elle est dans le courant circumpolaire antarctique, elle doit partir jusqu'à le Pacifique et revenir ou bien vers l'Indonesian Through Flow, ou bien au sud de l'Australie, pour ensuite faire un tour dans la gyre sous-tropicale de l'océan Indien, avant de revenir en Atlantique et partir vers le nord. Et donc, on a appelé cette structuration de la circulation du vent dans l'hémisphère sud supergyre. Donc, c'est une gyre qui est beaucoup plus grande que celle de l'hémisphère nord parce qu'il n'y a pas vraiment de frontières continentales qui la bloquent. Et cette supergyre, si on regarde donc la structuration, j'ai perdu, je sais pas, j'ai perdu une. Voilà. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve ici, hein, cette connexion entre les gyres sous-tropicales où se trouve ces maximums de carbone anthropique dans l'hémisphère sud
Et donc, il y a un processus de ventilation de ces gyres sous-tropicales qui intervient. Et donc, ces processus, c'est des eaux qu'on appelle modales et intermédiaires, et donc qui se situent entre l'isopycne, donc la surface isopycnale 26,6, et les eaux intermédiaires qui sont un peu moins profondes que cette surface isopycnale 27,4, qui est plutôt à 1200 mètres. Donc on voit que c'est concentré entre 200 et 1000 mètres essentiellement. Alors, les modèles qui donc n'ont pas vraiment encore suffisamment de séries temporelles longues pour avoir la petite échelle océanique. Et on n'avait pas non plus beaucoup d'observations parce qu'au départ, on n'avait que des campagnes océanographiques qui passent sur la mer et font une section hydrographique une fois tous les 5-10 ans. Donc, elles sont très rares, celles qui sont faites en fréquence plus haute. Et quand on avait aussi des observations un peu plus faciles à faire qui étaient essentiellement de température et qui allaient jusqu'à 700 mètres, vous voyez que même en une année de ces types d'observations qui peuvent être installées sur des bateaux commerciaux, on avait des gros trous. Et donc, la communauté océanographique a commencé à développer des espèces de robots, des flotteurs robots, qui s'appellent les flotteurs profilants Argo, qui sont déployés en mer et pendant 5-7 ans sont capables de rester à 1000 mètres et tous les 10 jours aller à 2000 mètres de profondeur, effectuer des profils verticaux, température, salinité, pression et maintenant aussi des propriétés biogéochimiques différentes. Vont à la surface, ils envoient leurs données via satellite aux stations de données et ils replongent pour un cycle tous les 10 jours. Et avec ce type d'observation, on a été capable d'échanger vraiment notre connaissance de l'océan global. Et donc, à partir de ce point des mesures qui maintenant sont vraiment couvrent tout l'océan, on était capable maintenant de regarder à ces eaux modales, exactement où elles se trouvent et où elles se forment. Donc ici, c'est juste un exemple. De chaque point, c'est un profil fait par un flotteur Argo. On peut isoler vraiment de manière très précise où ces eaux modales sont formées. Ici, c'est la subsurface, donc où elles vont. Et on voit que les eaux subtropicales et les eaux subpolaires dans l'hémisphère sud, mais aussi dans l'hémisphère nord, ils ventilent vraiment les gyres subtropicales. Et donc, ils amènent les signaux des surfaces vers la subsurface. Mais dans l'hémisphère sud, les 3 gyres sont connectés et donc il y a de l'eau qui provient du Pacifique, qui peut rentrer dans l'Indien, qui peut rentrer dans l'océan Atlantique et revenir en surface dans bien plus longtemps que par exemple l'eau modale qui est de l'Atlantique Nord, qui elle fait un trajet en subsurface bien plus réduit. Après, on s'est demandé, mais quelle est vraiment la façon avec laquelle ces processus de ventilation adviennent? Alors là, on a utilisé l'altimétrie spatiale, donc qui mesure les niveaux de la mer, et c'est un signal physique. Et il est très précis, hein, on est en dessous du centimètre. Et donc ici, il mesure l'océan où est plus haut et plus bas. Donc ici, ce qui est rose, c'est une petite vallée dans l'océan. Ce qui est plutôt rouge et jaune, ce sont plutôt des petites collines. Et la différence, c'est juste des dizaines de centimètres. Ce n'est pas très haut. Mais on a été capable de détecter de manière automatique donc ces petites collines et ces petites vallées qui sont des structures tourbillonnaires, sont des tourbillons cohérents qui sont visibles au niveau de la surface de la mer. Et donc, on a aujourd'hui presque 25 ans d'altimétrie satellitaire et on peut chercher de reconstruire la dynamique océanique due à ces tourbillons, au moins dans les premières couches de l'océan proche de la surface. Et donc ici, c'est un instantané, et vous voyez que tout ce qui est rouge sont les tourbillons anticycloniques, donc plutôt chauds, et tout ce qui est bleu sont les tourbillons cycloniques, donc l'océan, sauf dans la région équatoriale, est rempli de tourbillons. Donc l'océan est vraiment turbulent. Alors, ok, bon, les tourbillons sont très intéressants, et dans l'atmosphère, ils ne durent pas longtemps. Quid de l'océan? Alors, avec ces techniques, on est capable de suivre des tourbillons qui, d'ailleurs, ont des vies très, très complexes. Ils peuvent se séparer ou fusionner ensemble.
et on a été capable de pouvoir les suivre. Et ici, c'est juste un exemple des tourbillons, donc ça sont les tourbillons anticycloniques et ça sont les tourbillons cycloniques qui ont une longue durée de vie. Donc ces tourbillons, ils sont capables vraiment de dépasser d'une extrémité est à l'extrémité ouest du bassin océanique et transportent avec eux, qui peuvent faire 1000 mètres d'épaisseur, toutes les propriétés qu'ils ont acquis là où ils sont formés. Alors ces tourbillons, on les voit à la surface de l'océan pour la plupart, mais en effet, sont plus à la surface de l'océan quand on les suit. On s'est aperçu qu'en couplant avec les profils Argo, on s'est aperçu que ces tourbillons, en effet, ils subductent, donc ils rentrent dans la subsurface de l'océan et ils amènent ces propriétés donc, dans la gyre subtropicale. Ici, ils sont en train de constituer la gyre subtropicale. Donc la gyre subtropicale, elle est alimentée par ces différents tourbillons qui vont essentiellement d'est en ouest. Et ici, c'est juste un exemple pour vous montrer, donc les trajectoires noires sont celles qui est en trajectoire en tourbillon, ici par exemple. Donc ici on est dans l'Atlantique Nord, ici on est dans l'Atlantique Sud. Donc ceux-ci sont les cyclones, ceux-ci sont les anticyclones. Et on peut voir que quand les couleurs changent, ça veut dire qu'il y a eu une division ou une fusion avec tourbillon. Donc la vie des tourbillons est vraiment très complexe, beaucoup plus complexe de ce qu'on pensait auparavant. Et ici, un exemple, maintenant je reviens donc au carbone. Donc ici, on est dans l'Atlantique Sud, donc c'est une instantanée de cette mesure satellitaire et vous montre que cette gyre anticyclonique qui en moyenne tourne dans ce sens est alimentée vraiment que des tourbillons cycloniques éjectés par l'upwelling du Benguela et des tourbillons anticycloniques essentiellement provenant du courant des aiguilles indiens. Et naturellement aussi alimenté par les courants du Brésil dans lesquels ces tourbillons anticycloniques de l'océan Indien fusionnent à un certain moment quand ils arrivent sur les bords ouest. Alors ces tourbillons anticycloniques sont très riches en eau modale, à la fois ici dans la partie est du bassin que dans la partie ici proche de la confluence du bord sud de la gyre subtropicale, parce qu'il y a des flux de chaleur très, très fortes dans ces régions et donc qui créent des couches de mélange très importantes. Et une fois que les tourbillons subductent, ces couches de mélange sont isolées et il y a de l'eau modale donc, qui alimente cette gyre sous-tropicale. Et ici, c'est une campagne océanographique parce que des flotteurs à Argo, les flotteurs par lesquels on peut mesurer les carbones anthropiques sont encore très peu, et surtout dans l'Atlantique Sud. Donc, on a utilisé des campagnes océanographiques. Et ici, c'est une anomalie du carbone anthropogénique, c'est-à-dire on a calculé la moyenne sur chaque profondeur du carbone anthropogénique mesuré pendant la campagne. Et on a pour chaque point, enlever cette moyenne. Et on trouve que là, on a de l'eau modale et on a des tourbillons anticycloniques. Donc, ce sont toutes ces parties-là que parfois ont été croisées au centre, parfois au bord. Mais ils contiennent aussi un taux important de carbone anthropogénique. Donc, il semblerait, et d'ailleurs, ce type d'eau modale et d'anticyclone semble avoir vraiment un rôle important aussi dans amener de la chaleur acquise à la surface vers l'intérieur de l'océan. Donc, il semblerait que ces tourbillons anticycloniques sont vraiment la fenêtre pour la capture des chaleurs par l'océan à ces latitudes et aussi pour la capture du carbone. Alors, les tourbillons océaniques semblent avoir aussi un rôle dans la biosphère et dans la production primaire. Et ici, ça a été une étude un peu exploratoire. Donc, on a très peu de flotteurs Argo avec des capteurs biogéochimiques, mais il y en a un certain nombre qui ont été déployés par la France, par les Américains et les Australiens. Et donc, on a pu chercher de corréler la partie des chlorophylles, donc du maximum de chlorophylle profonde, mais qui avait une forte production primaire en subsurface, avec les structures tourbillonnaires, donc cyclone et anticyclone. Et on voit que la profondeur de cette maximum de chlorophylle est moins importante dans les cyclones, par exemple, que les anticyclones, mais que la quantité de particules, donc des
des productions primaires est beaucoup plus importante donc, dans les cyclones. Et ça, c'est parce que simplement, il y a l'effet des doming, donc les cyclones, ils ramènent, parce qu'il y a de la divergence, ils ramènent les isopycnes vers la surface, et donc plus proche de la région encore accessible à la lumière, et ils amènent aussi les éléments nutritifs qui sont en subsurface. Donc il y a un continuel mouvement. Cette idée était écartée au départ parce qu'on pensait que c'était surtout les bords des tourbillons qui étaient importantes pour les vitesses verticales et donc pour amener les éléments nutritifs vers la surface, mais il semblerait que ces premières études menées par des flotteurs Argo sur un certain nombre de structures disent le contraire. Alors, je parlais des tourbillons, mais il faut que je vous montre que l'océan, donc, il est aussi riche en filaments et en tourbillons encore plus petits qu'on arrive très mal à résoudre, encore moins bien à mesurer in situ. Mais il faut savoir qu'il existe cette dynamique. Et donc, quel est le rôle de cette dynamique océanique, déjà sur les bilans physiques, sur les cycles physiques, mais aussi sur les cycles biochimiques? Alors, on n'a pas vraiment mesuré beaucoup de carbone, mais on a effectué une campagne dans cette région de l'Atlantique tropical où arrivent des tourbillons chauds très importants par les courants du Brésil Nord, qui ensuite, pour la plupart, rentrent dans la mer des Caraïbes, dans les golfes du Mexique, et ressortent comme Gulf Stream, et ensuite il a son évolution. Donc ici, c'est l'observation par satellite, et ici, c'est un snapshot d'une simulation numérique à très très haute résolution, en kilomètres de résolution. Et donc ici, vous pouvez voir que vous voyez des tourbillons, mais vous voyez, donc ici, c'est la vorticité relative normalisée par la vorticité terrestre, et donc F, les paramètres Coriolis, et vous voyez donc qu'il y a vraiment une dynamique très riche avec des structures qu'on n'arrive pas encore à voir avec les observations. On sait aussi par des simulations numériques que les échanges océan-atmosphère semblent vraiment être concentrés sur là où il y a un changement de propriétés à très petite échelle. Ici, notamment sur les Gulf Stream, on a des très forts échanges d'énergie et donc des vapeurs d'eau aussi. Et donc la question, c'est quel est le rôle de ces échelles sur la chaleur, comme ici, mais aussi sur les échanges des quantités d'évolution et des gaz. Donc pendant cette campagne qui a duré un mois et qui a mobilisé plusieurs nations et plusieurs moyens, des avions, des navires, beaucoup de robots, nous avons échantillonné en un mois une grande région de l'océan et de l'atmosphère. Et donc ici, c'est l'altimétrie qui vous montre la présence de ces anticyclones. Et donc aujourd'hui, on cherche d'utiliser ces différentes données pour comprendre mieux les rôles des tourbillons et de la plus petite échelle, donc sous méséchelle dans l'océan. Donc ici, normalement, c'est une image. Donc c'est la chlorophylle océanique et les contours, c'est la hauteur dynamique de l'océan. Donc ici, c'est un tourbillon anticyclonique. Et par la chlorophylle, vous pouvez voir que la chlorophylle est très importante ici le long de la pente continentale, mais qu'elle est éjectée par des filaments qui semblent être des champignons à l'extérieur vers l'océan ouvert, ici aussi et plus au nord aussi. Et donc là, je vous montre les trajectoires du bateau français pendant cette campagne pour vous montrer si ça fonctionne, qu'est-ce que nous avons mesuré. Donc, est-ce qu'on les voit? Je ne sais pas, oui, voilà, c'est jaune. Donc, on a traversé, guidé par l'altimétrie et la chlorophylle, la température et la salinité mesurées par satellite, les différentes structures. Donc, on a pu vraiment centrer les différentes structures qu'on voulait mesurer. Et donc ici, à droite, je vous montre la climatologie qui existe sur les PCO2. Donc ça, c'était un travail de Peter Landschutzer et collègues. Donc ici, la climatologie montre qu'au nord du courant du Brésil Nord, normalement, l'océan dégage vers l'atmosphère du CO2. Et ici, c'est plutôt un puits, on est dans la latitude subtropicale. Et voilà ce que nous avons mesuré en termes de flux de CO2. Donc on a effectivement des endroits où ça dégage, c'est en rouge, mais d'autres endroits
où donc ça absorbe. Et les tourbillons anticycloniques qu'on a observés ici ne sont pas nécessairement des sources, donc ils sont chauds, et ne sont pas nécessairement des sources de CO2 pour l'atmosphère. Donc on cherche maintenant de comprendre. Alors, attendez si j'arrive à changer l'image. Donc ici, c'est donc les travaux de Léa Olivier qui est en thèse à l'océan et donc cherche d'utiliser toutes les données collectées, donc désalinité, température et chlorophylle, de les mettre ensemble pour chercher de trouver des corrélations quantitatives entre ces trois variables et remonter ensuite les appliquer aux images de chlorophylle, température et salinité satellite pour retrouver la fugacité, donc les flux de CO2. Et donc, juste pour vous mentionner, ici, en salinité, vous voyez une eau très peu salée. Ça, c'est un inflow, un filament très important d'eau de l'Amazone qui arrive jusqu'à ces latitudes et il est pris par les tourbillons ici. Donc ici, vous avez des tourbillons. Vous voyez la structure de cette langue d'eau peu salée ici en chlorophylle. Et donc, on voit vraiment que ces tourbillons aident à éjecter ces filaments de chlorophylle qui sont actifs parce qu'il y a de l'eau douce pleine de nutritifs et vers l'océan ouvert. Et quand Léa donc met ensemble toutes ces observations in situ et revient sur des chiffres donc, qui sont donnés par les images satellitaires qui ont une couverture plus large, on retrouve des structures, donc des flux de CO2 qui sont à beaucoup plus petite échelle. Donc on ne retrouve pas la grande échelle ou la mésoéchelle océanique, les tourbillons, mais on trouve essentiellement les bords des tourbillons et les filaments. Donc cette quantification est encore provisoire, mais donc Léa va partir maintenant à nouveau à partir de la Guadeloupe dans cette région pour chercher d'évaluer la robustesse avec d'autres mesures, va probablement aussi utiliser des méthodes un peu plus sophistiquées pour construire ces corrélations et reconstituer un signal à partir des images satellites. Mais ça semble dire que cette quantité, que cette flux air-mer est un peu plus complexe de se compenser. Donc, cette dynamique à petite échelle influence aussi la biodiversité océanique. Donc ici, c'est la dynamique océanique est prise par satellite, donc c'est l'altimétrie avec laquelle on peut avoir des vitesses des surfaces de l'océan et on peut chercher de reconstituer par des méthodes qui sont appelées finite size Lyapunov exponent aussi les structures frontales qui ne sont pas vraiment très visibles par l'altimétrie qui est encore un peu myope. On a aussi des mesures de chlorophylle et à partir de ce type de structures de chlorophylle, on arrive aussi à avoir une estimation de la diversité du type de phytoplancton. Et à partir de cela, on peut chercher de reconstituer la biodiversité phytoplanctonique, ici par proxy, donc en utilisant la dynamique océanique et la chlorophylle, pour chercher de voir où sont les régions où la diversité est plus importante et quel type de biodiversité. Donc, il y a aussi une autre méthode qui a été développée à l'océan par Roy El-Ourani pendant sa thèse, qui a continué à travailler dans un postdoc avec Chris Bowler à l'ENS. Donc, il utilise la chlorophylle et avec différentes longueurs d'onde observées de la couleur de l'océan et il peut définir des groupes phytoplanctoniques et donc chercher de mesurer la biodiversité. Alors, pour l'instant, il avait travaillé sur un océan plutôt moyenne globale et on a cherché de regarder la structuration de la dynamique océanique, son cycle saisonnier avec donc Xomine, qui est ici pendant son stage de troisième année à l'école polytechnique. Donc, il a appliqué ce type d'études donc, à la région et on voit qu'effectivement l'apport du fleuve Amazone est très important, mais qu'il est éjecté vers l'extérieur et ça change un peu selon la saison. Ici, on a la rétroflexion du courant du Brésil donc, qui part vers les larges.
Et la diversité donc, est mesurée ici par l'index des Shannon. Et on voit que la biodiversité vraiment est très faible dans les outflows de l'Amazone, parce qu'elle est dominée par un certain groupe des phytoplanctons, les diatotomées, mais dès qu'il est éjecté vers les larges, cette diversité augmente, et donc c'est là où est plus vert, et donc a un comportement dynamique et biologique très différent. Donc il faut aller investiguer cela de manière un peu plus importante, et donc c'est ça qu'ils cherchent de faire par ailleurs la mission Terra Microbiome qui va partir en juillet. Donc les conclusions, j'ai encore un transparent après, c'est l'océan absorbe du carbone d'origine anthropique. C'est essentiellement un processus abiotique lié à la dynamique de l'océan qui quand même est complexe. Et en fait, la distribution de ces carbones n'est pas hétérogène dans l'océan. Et il est concentré dans les couches des surfaces, donc, qui sont quand même, ils font une épaisseur des 400 à 1000 mètres, sauf dans les régions polaires où ils sont beaucoup plus profondes, et se propagent lentement dans l'océan selon la dynamique tourbillonnaire. Donc, ces processus d'absorption et propagation du carbone anthropique montrent une forte variabilité et aussi, comme ils sont très turbulents et subissent aussi la variabilité naturelle, donc on a une incertitude très forte. La petite échelle océanique donc, semble avoir, donc, pour des échelles qui sont tourbillonnaires mais surtout plus petites, semble gouverner ces processus. Alors, mon dernier transparent, c'est celui-là. Donc, aujourd'hui, nous avons des connaissances, des recherches fondamentales, mais nous avons le devoir d'avancer vraiment très rapidement parce que le changement climatique est là et nous devons aider la société à s'adapter. Et donc, nous avons vraiment besoin d'observer mieux l'océan, des modèles numériques plus performants donc, et mettre ensemble les deux pour répondre à des questions sociétales. Et cette année commence la décennie des Nations Unies de l'océan qui accompagne celle du développement durable. Donc notre système, c'est un système complexe que nous devons chercher de résoudre, à moins mieux résoudre pour chercher vraiment de répondre à un meilleur développement et une adaptation très importante au changement climatique. Merci beaucoup.